3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour traditionnel des best-of de live Twitch sur ma chaîne, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui dans cette intro, on ne va pas traîner, on va enchaîner sur un projet qui en est déjà à son 3e épisode, mon top 100 NBA 2023. Le concept, je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui se classe de la place 60 à la place 41 dans mon top 100 NBA actuel? Là, on est en pleine free agency, même si les gros des mouvements, on a l'impression, sont passés, et même si on en attend d'autres qui pourraient avoir lieu via des transferts. Et peu à peu, ce dont on se rend compte, c'est que là, les choses sont un petit peu amenées à se calmer en NBA, même s'il y a la Summer League qui commence. Voilà pourquoi, moi, aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être finalement la meilleure période pour poursuivre mon top 100 NBA 2023. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté les places 100 à 81, puis la semaine passée, je suis allé jusqu'à la place 61. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le même rythme, avec 20 places supplémentaires, 20 nouveaux joueurs, histoire de continuer à voir qui est entré dans le classement, qui en est sorti, qui a monté, qui a baissé, bref, comment ça a bougé par rapport à ce top que j'avais déjà fait l'année dernière. Je rappelle le concept, ici, il s'agit pas du tout de juger seulement qui a connu la meilleure saison ou celui qui a eu la meilleure carrière. Pas du tout, moi je veux aller plus loin. Là, on va essayer de savoir qui sont les 100 meilleurs joueurs dans l'ordre, en tout cas en partant du 100e, en arrivant jusqu'au premier, en imaginant qui serait le meilleur si aujourd'hui, à l'instant T, on les mettait tous sur un terrain en bonne santé, avec leur niveau aperçu le plus récemment possible. Bien sûr que là, justement, vu qu'on parle du plus récemment possible, ce qui a été fait en playoff, ça aura de l'importance. Mais en parallèle, si avant t'as montré de belles choses, ce sera difficile de pas le prendre en compte. Pour les joueurs qui ont été blessés la majeure partie de la saison, c'est pareil aussi, c'est délicat, et on va avoir le cas qui va se dévoiler aujourd'hui, vous le verrez. Mais il fallait trouver quand même un moyen de les évaluer. Donc vous allez voir, de toute façon, ce dilemme, il se pose dès la place 60 aujourd'hui. Donc après, évidemment, c'est certain. Rendez-vous compte, il n'y a pas de grands blasphèmes ou de grande colère à avoir. C'est un genre de projet qui est très subjectif, forcément. Des désaccords entre vous et moi, va y en avoir plein, c'est le jeu. Même si je fixe certains critères, chacun est les siens, plus ou moins. Chacun pourrait décider de prendre vraiment ce qui s'est passé en playoff et prendre quasiment que ça en compte, alors que d'autres, ce qui s'est passé il y a 3 ans pourrait avoir de la valeur. Et c'est le jeu. C'est difficile de trouver un juste milieu, chacun trouve le sien, et moi j'aime bien, et on va débattre, ça fait plaisir. Moi j'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je vais dévoiler c'est le top 100 unanime, pas du tout, je le répéterai à chaque fois, mais c'est juste mon top 100. Et justement, ça c'est là que ça va vous intéresser, pour qu'on s'amuse ensemble. Moi je vous propose à vous aussi de faire le vôtre, donc pour ça, vous m'envoyez votre top de 1 à 100, essayez d'éviter les fichiers Excel, les fichiers ODT, les fichiers Word, j'en ai reçu plein, mais ça me complique vraiment la tâche. Envoyez-moi ça dans le corps du mail, juste une liste, vous prenez pas la tête, du 1 à 100, à l'adresse top100.6iehomme@gmail.com, ceux du best of YouTube, vous retrouverez cette adresse dans la description, dans les premières lignes, de toute façon. Et sachez que pour vous motiver un peu à le faire, ce top 100, il y aura un abonnement pour le League Pass pour toute l'année prochaine que je vais mettre en jeu. Donc pour ça, moi je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait son top sérieusement et qui aura été différent du mien. Si vous copiez mon top bêtement, forcément vous serez pas tiré au sort et vous participerez pas au concours. Et le gagnant, je le contacterai cet été. Moi j'ai jeté un œil à ceux qui m'ont envoyé leur top et franchement il y en a une petite cinquantaine déjà, c'est cool. Vous avez bien bossé et même si je prendrai le temps de bien débriefer vos tops plus tard quand on fera un gros bilan, moi ce dont je me rends compte c'est que c'est cool, je vois des choses intéressantes qui me font me questionner aussi, et c'est toujours un plaisir de recevoir vos mails, et même si c'est vrai qu'on a de très 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 gros désaccords parfois, je trouve que le débat est super intéressant, donc allez-y, lâchez-vous, tentez de gagner un League Pass, et envoyez-moi vos top 100 à l'adresse top100.6iehomme@gmail.com, let's go. On commence avec la place 60, et je mets Cade Cunningham, qui au final, je crois que c'est le seul de mémoire, faudra vérifier, ne bouge absolument pas par rapport à l'an dernier, il garde sa place 60. Et là, j'entends déjà certains d'entre vous qui vont s'offusquer, comment est-ce que je peux mettre aussi haut un joueur qui n'a disputé que 12 petits matchs cette saison? Je comprends que ça choque certains, mais moi je vais m'expliquer. Déjà, comme je disais, on a tous des critères différents, et rappelez-vous d'un truc primordial, c'est que là, on juge du niveau des joueurs de manière générale, et pas juste de la qualité de la saison écoulée. Et déjà, ça a plus de sens de mettre un Cade Cunningham à cette place 60, même s'il a joué que 12 matchs. Parce que faut s'en rendre compte. Cade Cunningham, même si jamais jusque-là il a eu l'occasion de montrer qu'il pouvait briller dans une équipe compétitive, ça reste un très très bon joueur de basket qui est plein de qualité, un mec d'une polyvalence rare pour un meneur de jeu qui, grâce à sa grande taille, ses skills et son toucher, son handle, arrive à faire tout plein de choses sur un terrain. Personnellement, sur les 12 petites rencontres de cette saison, c'est difficile de dire que j'en ai vu assez quand même, parce que 12 matchs ça reste très
très peu. Néanmoins, moi je trouve qu'il a réussi à confirmer sa montée en puissance dont il avait réussi à faire preuve à la fin de sa campagne rookie. On se rappelle, hein, sa campagne rookie, elle était un petit peu niveau diesel, son début de saison elle était catastrophique, il mettait pas un shoot, et pour moi en fin de saison, c'était le meilleur rookie. Alors, il n'avait pas été assez constant sur la campagne pour remporter le titre de rookie de l'année, mais pour moi, à la fin de sa première saison, c'était lui le meilleur rookie. Je répète, hein, pour moi, il méritait pas d'être rookie of the year. Essayez de bien de faire la différence. Et ça, moi, je trouve que sur ces 12 matchs, il a confirmé son bon niveau. Donc certes, il n'a pas vraiment réussi à peser sur la win à Détroit, avec un bilan assez dégueulasse de 3 victoires pour 9 défaites quand il était sur le terrain, et c'est vrai que l'équipe à ses côtés était pas non plus folle. N'empêche que quand il était là, moi je trouve qu'il a pu s'affirmer, à seulement 21 ans, comme le leader de cette jeune équipe, le meilleur joueur tout simplement. On a un mec qui joue de toute façon avec confiance des deux côtés du terrain. C'est un super playmaker, c'est un scoreur qui peut mettre dedans de partout, et même si il a montré un très faible échantillon pendant cet exercice, et pendant ce temps il a été un petit peu en délicatesse avec son shoot de loin, mais moi j'ai aimé qu'à son âge, il puisse jouer avec intelligence, il puisse jouer avec maturité, et pour moi, dans les jambes, Cunningham, il a le potentiel d'un futur All-Star. Et je le répète, hein, si je parle des deux côtés du terrain, c'est que défensivement, je le trouve très bon aussi. Alors il est très bon, j'exagère un peu, mais je le trouve bon, en tout cas au-dessus de la moyenne. Donc clairement, moi je crois en lui à l'avenir, mais vous avez compris, aujourd'hui de toute façon on est aussi bien qu'on ne juge pas que la saison passée, on n'est pas non plus là pour faire des paris sur l'avenir et juger sur le futur et le potentiel. Sans ça j'aurais pu peut-être le mettre plus haut. Alors en attendant de voir si Cade Cunningham confirme ou non toutes ces promesses qui sont placées en lui, moi je trouve qu'une place 60, comme l'année dernière, c'est plutôt légitime pour Cade Cunningham. Allez, pour Cade Cunningham, je m'en doutais, premier désaccord, parce que pour vous il a trop peu joué cette saison, mais comme je disais, moi le peu qu'il a joué ça m'a suffi pour me rendre compte que son niveau rookie, notamment celui qu'il a montré à la fin de la saison, c'était pas de la poudre aux yeux, le mec a un vrai niveau, et c'est pour ça que je le mets en 60. Vous êtes 61%, vous l'auriez classé après la 68e place. Je suis pas d'accord, le mec a trop de talent, même dans une équipe peu compétitive comme Détroit. Après c'est votre avis, je le respecte, mais pour moi vraiment trop de talent dans les jambes pour le mettre beaucoup plus bas. Après vous êtes 29%, vous l'auriez mis dans ce range, et 11% d'entre vous l'auraient carrément mis plus haut avant la place 52. Là j'avoue que je trouve ça un petit peu haut aussi. Donc voilà, un désaccord que je comprends, parce que pour vous avez besoin de plus de preuves, d'un échantillon plus important, mais moi ce que j'ai vu ça me convient, notamment pendant sa saison rookie, donc let's go, j'assume complètement malgré notre désaccord cette place 60 et je la défendrai bec et ongle. Maintenant, avec Russell Westbrook, que je vous ai mis en 59, on a encore un joueur difficile à classer. Déjà Cade, c'était difficile, mais Russell Westbrook, c'est peut-être encore plus compliqué alors que lui, il en a joué des matchs. Donc comme vous le voyez déjà, il perd 17 places par rapport à mon ranking de l'an dernier. Pourquoi ? Parce que pour moi, à mon sens, là, il a connu un petit peu deux saisons en une avec les Lakers, une avec les Clippers. Et lors de sa première partie de saison chez les Lakers, on va pas se mentir, c'était pas loin d'être catastrophique. Même si au fur et à mesure, il a quand même su s'adapter à un rôle de 6e homme là-bas, il faisait des choix offensifs ou défensifs qui soulevaient toujours autant de doutes, avec des pourcentages qui étaient lamentables, même si au moins, on peut pas lui reprocher d'avoir essayé d'apporter une certaine intensité lors de ses entrées en jeu. N'empêche que, l'année dernière, j'arrivais encore à lui trouver des excuses pour sa saison ratée, en me disant que ça fitait pas avec l'équipe et que ça fitait encore moins avec Frank Vogel dans une équipe qui découvrait. Cette année, ses perfs avec les Lakers, elles étaient beaucoup moins pardonnables. L'équipe, il la connaissait plus, et puis finalement, malgré le changement de coach, malgré l'arrivée de Darvin Ham, il a pas su montrer beaucoup mieux sous les couleurs or et pourpre. Et du coup, j'avais envie d'être sévère avec lui. Franchement, s'il avait pas fini la saison comme ça ensuite avec les Clippers, je suis même pas sûr qu'il aurait été top 80, Russell Westbrook. Mais aujourd'hui, je le mets en 59 parce que heureusement, sous le maillot des Clips, je trouve qu'on a eu un Westbrook qui a pu relever la tête en fin de saison et en play-off. Je l'ai trouvé plus épanoui aussi sur le terrain, plus souriant, mieux dans ses baskets, et ça s'est ressenti sur son jeu. Ça lui a permis de jouer un meilleur basket en saison avant de passer la seconde au premier tour face à Phoenix, où il m'a impressionné, et encore plus quand Kawhi Leonard était blessé et qu'il a fallu qu'il prenne le relais. Donc sur cette série qui a été perdue par les Clippers, bien sûr, on pourra toujours lui reprocher tous ses déchets, ses choix qui sont parfois étranges, et des pourcentages qui sont toujours assez faibles. Mais moi je crois que Russ, ça fait aussi partie de son ADN un petit peu. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Russ, il jouera jamais propre, mais il t'apportera de l'énergie, il t'apportera de l'intensité, il t'apportera de la polyvalence, et ce sera déjà pas mal. Moi je trouve que là, pendant ces playoffs, avec sa rage et son envie, il pouvait encore porter une équipe, lui qui a tourné quand même sur cette post-season, à plus de 23 points, 7 rebonds et 7 passes. C'est très lourd. Ce bon niveau, moi qui l'a montré, ça me permet d'être moins sévère que prévu avec lui finalement. Cette arrivée aux Clippers lui permet de redresser un peu la barre. C'est pour ça qu'il atteint la place 59, même si je sais que c'est un joueur clivant et que s'il a évité une chute trop vertigineuse, je sais évidemment que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que certains risquent de le voir beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. C'est toujours constamment le cas avec Russell Westbrook. Soit on l'adore, soit on le déteste. Donc on va voir ce que ça dit pour le sondage, j'ai hâte de connaître vos votes et vos résultats. Pour Russell Westbrook,
On est sur un accord. Eh ben, je m'attendais à ce que ce soit plus clivant que ça. Comme quoi, vous me surprenez chaque saison. Russell Westbrook, vous êtes 61% à valider ce range. 32% d'entre vous l'auraient mis top 51 ou mieux. Je trouve ça un peu haut, mais why not. Et 7% top 67 ou pire. Donc vous êtes plutôt d'accord, et même avec une tendance à le mettre encore plus haut. Pourquoi pas? Pour moi, ça a été trop faible, cet échantillon où il a été bon. Ses playoffs ont été cool, mais ça a duré qu'un tour. Et pour moi, je peux pas non plus trop m'enflammer avec ce faible échantillon, même si sa fin de saison avec les Clippers était correcte aussi. Il faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant, et même tout ce qui s'est passé les années d'avant. Ça fait quand même un moment, là, depuis son départ des Wizards, qu'on n'a pas vu un Russell Westbrook au top niveau. Il a montré quelques flashs qui permettent de montrer que oui, il est capable de retrouver un niveau excellent et de peser dans un collectif, mais moi j'ai besoin de plus, sur une plus longue durée, pour voir si il peut viser encore plus haut, et à voir. J'ai l'impression que l'environnement des Clippers lui convient bien, il vient de re-signer pour une bouchée de pain, 8 millions sur 2 ans, donc peut-être qu'il peut continuer à monter s'il continue à bien se sentir, parce que je crois qu'un mec comme Russell Westbrook, avant tout, il a besoin de se sentir bien dans une équipe pour tout donner, et ça peut être le cas aux Clippers, donc pourquoi pas l'imaginer monter l'année prochaine. En attendant, moi je pense que cette place 59, elle lui convient pas trop mal. En 58, voici Fred VanVleet. Et aujourd'hui, on le voit, après Westbrook, on continue avec une chute. Et même si je suis conscient de son niveau, lui, il perd 14 places. Parce que, quand je dis que je suis conscient de son niveau, il faut se rendre compte que être top 58 en NBA, c'est plutôt propre. Il y a 30 équipes en NBA. Ça veut dire que tu fais partie en moyenne des deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est pas clair ce que je dis, mais en tout cas rendez-vous compte que normalement ça veut dire que tu fais partie des deux meilleurs de ton équipe en moyenne, même si évidemment la vérité est bien différente. Donc oui, rappelez-vous qu'un top 58 c'est propre, et c'est pour ça que même pour un Westbrook qui était en 59, ça reste une très belle place. N'empêche que s'il perd 14 places par rapport à l'an dernier, c'est que je me demande si on l'avait pas un petit peu surcoté en 2022 quand on l'avait élu All-Star. Après attention, moi j'aime ce qu'il peut faire sur un terrain, j'aime son côté scoreur, j'apprécie les progrès qu'il a fait au playmaking, et défensivement, globalement, avec son envie, avec ses qualités aussi, et puis sa volonté d'éteindre l'adversaire, je trouve qu'il fait le taf. Ceci dit, je trouve que c'est important de le rappeler, Fred VanVleet, ça reste un meneur scoreur avant tout. Pourquoi pas? Mais quant à ce profil-là, ce qu'on te demande avant tout, c'est de scorer, c'est de mettre dedans, et d'avoir au minimum des pourcentages propres. Chose que VanVleet peine à faire un petit peu depuis 2 ans maintenant, en faisant preuve d'une réussite au tir qui est plus qu'aléatoire. Et encore, je suis gentil quand je dis plus qu'aléatoire. Bien sûr qu'il est capable de prendre feu de temps en temps et faire des matchs à plus de 30 points. Mais le problème, c'est que des matchs comme ça, il en fait un tous les 7-8 matchs, j'ai envie de dire. Alors que des rencontres à moins de 10 ou voire moins de 15 unités, avec des pourcentages assez horribles, ce qui explique le fait qu'il marque moins, elles sont finalement bien plus fréquentes. Sa qualité numéro 1 à VanVleet, on la connaît, même si je trouve qu'il a fait de bons progrès dans sa gestion du jeu, c'est de marquer des points. Et ça, il n'arrive pas à le faire avec constance depuis au moins 2 ans. Voilà pourquoi en grande partie, il perd ses 14 places par rapport à mon ranking de l'an passé. Cette saison, les Raptors, ils n'ont pas réussi à répondre aux attentes qui étaient placées en eux, et pour ça, je trouve que c'est difficile de dire que VanVleet, il fait pas partie des principaux responsables. Il se sauve quand même, grâce à son envie et sa compétitivité, et même avec la justesse de son playmaking, j'ai envie de dire, parce que sans ça, il serait sûrement tombé bien plus bas dans mon classement. Donc maintenant, on va voir si sous le maillot des Rockets, ou peut-être qu'il sera encore plus responsabilisé, il arrivera à passer au niveau supérieur. En attendant, cette place 58, je la trouve pas mal pour Fred VanVleet. Bon, pour VanVleet, globalement, on va pas en faire des tonnes, on est sur un accord. Vous êtes 77% à valider ce range, 13% d'entre vous l'auraient mis place 66 ou plus bas, parce que trop irrégulier, et 10% d'entre vous l'auraient mis place 50 ou mieux classé, parce que vous trouvez que finalement, ça reste un bon scoreur, même s'il est irrégulier, et puis il apporte à la création et en défense, et pour vous, ça mérite d'être plus haut. Why not? Mais finalement, on est plutôt d'accord pour ce range, donc let's go. Fred VanVleet en place 58, ça semble validé. En place 57... Maintenant, voilà Klay Thompson. Vous allez voir, de toute façon, aujourd'hui, on enchaîne sur une 3e chute de suite, et c'est peut-être un petit peu le range des grosses chutes. On va en avoir beaucoup aujourd'hui, je spoil un peu. Et on a Klay Thompson, lui, qui perd 12 places par rapport à l'an passé, et donc qui incarne la chute suivante pour aujourd'hui. Pourtant, quand on regarde ses stats à Klay, elles sont bonnes, elles sont très bonnes même, elles sont vraiment à la hauteur de ses meilleures saisons en carrière. Et j'ai même entendu pas mal de gens qui se réjouissaient en clamant haut et fort des Klay Thompson is back. Sauf que non, moi, malgré cette ligne de stats, je peux pas être d'accord. Oui, offensivement, il a retrouvé son tir, et ça, je suis content, ça lui permet d'être toujours l'un des meilleurs snipers de la NBA avec une adresse d'horloge carrément sur catch and shoot. Tout ça, c'est très cool, et c'est ce qui lui permet pour moi de rester dans le top 60. Cependant, mis à part ça, moi j'ai quand même toujours pas mal de choses à lui reprocher. Déjà, défensivement, on a beau dire ce qu'on veut, moi je trouve que depuis son enchaînement rupture des ligaments croisés puis rupture du tendon d'Achille, c'est plus le même. Il met plus la pression sur le porteur de balle comme il le faisait à l'époque. Il est moins athlétique, moins rapide, et ça se voit, et il a perdu grandement en efficacité de ce côté-là du terrain. Je dis pas qu'il est nul, loin de là, mais à une époque il était élite, maintenant il est average, voire average
Twitch+, c'est plus du tout le défenseur de l'époque. Certes, il compense quand même avec son expérience, avec son cerveau, mais à ce niveau-là, ça suffit pas. Aujourd'hui, ben voilà, Klay Thompson, on peut plus dire que c'est un expert de la défense. Et ça, ben, c'est difficile de s'en rendre compte avec une ligne de stats et avec des chiffres. Puisqu'il n'apparaît pas non plus sur une ligne de stats, et ce qui n'apparaît pas non plus dans le visuel, et qui m'a beaucoup dérangé cette saison, c'est son attitude globale. En fait, c'est comme si je l'avais trouvé en colère, un peu limite énervé, comme si depuis sa blessure, il avait constamment des choses à se prouver individuellement. Et pour moi, il affichait plus vraiment l'espèce de sérénité qu'il habitait les saisons d'avant ses blessures. Et ça, c'est important. On l'a vu se lancer dans des espèces de trash talk inutiles, se lancer dans des espèces de défis contre quelqu'un, mais qui pénalisait finalement son équipe. En plus de ça, il râlait beaucoup auprès des arbitres. Et pour moi, ça faisait trop, ça portait pas. Bien sûr que ses shoots continuaient à porter les Warriors vers le haut, mais son comportement et son attitude qui était exemplaire avant ses blessures, je les trouve moins cool. Là, il donne l'impression d'être un petit peu prétentieux et ça joue pas en sa faveur, je trouve, et ça joue pas non plus en la faveur des Warriors. Donc même si je suis content qu'il ait pu retrouver son shoot, qu'il ait pu retrouver ses stats globalement, les à côté, même si j'imagine que ça ferait débat, ne me laisse pas penser qu'il mérite mieux qu'une 57e place aujourd'hui dans ce ranking. Et donc pour Klay Thompson, globalement c'est un accord, puisque vous êtes 48% à penser qu'il méritait ce range. Par contre, moi qui me pensais un petit peu sévère avec lui, parce que je trouve que offensivement il avait retrouvé de sa superbe, mais je me rends compte que 36% d'entre vous l'auraient placé après la place 65. Et donc ça montre que effectivement, malgré sa ligne de stats, Klay Thompson n'est pas au niveau attendu, et clairement a peut-être pas le niveau d'un top 60. Pour moi il y est, mais je comprends ceux qui pensent qu'il n'a pas ce niveau à cause de son attitude et de sa défense globalement. Par contre, 15% d'entre vous l'auraient vu avant la place 49. Pourquoi pas aussi ceux qui ont les critères, qui se disent voilà, moi j'attends de Klay Thompson qui mette des shoots, et il le fait globalement en shootant à plus de 40% de loin. Je comprends très bien que vous puissiez le mettre si haut. Moi ça me suffit pas, et globalement, même si c'est 48% et que ça fait débat cette place de Klay Thompson, j'ai l'impression qu'elle est validée elle aussi globalement. Allez, on continue dans les dégringolades avec un CJ McCollum qui lui, je vous avais annoncé qu'il y en aurait beaucoup aujourd'hui, et donc lui il perd 15 places par rapport à l'an dernier. Bon, maintenant pour commencer, j'ai envie de rendre un petit peu à César ce qui appartient à César. McCollum, il faut s'en rendre compte, en NBA, c'est un joueur de qualité qui peut s'adapter à beaucoup de choses, qui peut s'adapter à beaucoup d'équipes, à beaucoup de line-up différents, et ça il l'a montré avec un roster des Pelicans qui ont eu des joueurs présents puis absents, et un McCollum qui a toujours réussi à trouver sa place. Pour ça, chapeau à lui. Cette saison, et même depuis son arrivée à NOLA, il est principalement utilisé en tant que meneur de jeu, même si c'est pas son poste naturel. Et j'apprécie qu'à ce poste-là, généralement, il arrive plutôt bien à trouver le bon équilibre, en apportant bien souvent la bonne dose de scoring ou la bonne dose de playmaking. Tout ça, c'est cool. Avec la situation de Zion, maintenant, il faut se rendre compte aussi que la saison, elle a été compliquée chez les Pels. Et cette année, les playoffs n'ont pas pu être atteints. Ça a été décevant. Et ce qui m'embête un petit peu quand j'ai réfléchi au classement de McCollum, c'est que pour moi, en termes de talent, le duo McCollum-Ingram, même si ce dernier a été pas mal blessé, lui aussi, il faut pas l'oublier, aurait dû ou aurait pu permettre à l'équipe d'aller plus haut. Mais ce qu'a apporté l'arrière, à mon sens, ça n'a pas été suffisant pour ça. Quand il est arrivé à NOLA l'an dernier, on s'en rappelle, moi j'avais adoré l'impact qu'il avait pu avoir directement. Quand il est arrivé, qu'il a porté ce maillot, il a tourné à plus de 24 points par match. Il avait des pourcentages qui étaient exceptionnels. Et moi je pensais que là, après avoir passé des années à se marcher sur les pieds avec Damian Lillard à Portland, mais quand Louisiane, il était en train de vivre une vraie renaissance et qu'il allait pouvoir montrer son vrai niveau. Et c'est pour ça que l'an passé, je l'avais classé à la porte du top 40. Je me disais que sous ce maillot des Pels, voilà, son avenir, aussi bien collectif qu'individuel, il pouvait s'avérer vraiment radieux. Mais là aujourd'hui, force est de constater que là-dedans, il y avait pas mal de poudre aux yeux. En tout cas, il n'a pas réussi à maintenir ce niveau-là. On a un McCollum qui a continué à jouer du bon basket, globalement, sinon il serait pas placé en 56, je le répéterai jamais assez, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé moins agressif, moins percutant, moins adroit, peut-être moins en confiance aussi, et retombé parfois dans certains travers qui lui avaient déjà un petit peu empêché de passer un cap à Portland, je pense. C'est donc principalement pour ces raisons que je le classe en 56 aujourd'hui, parce qu'il n'a pas réussi à maintenir ce gros niveau de fin de saison dernière, qu'il a échoué et qu'il n'a pas participé aux playoffs. Donc voilà, cette place, elle reste très qualitative. Mais l'an dernier, je pensais que McCollum, il en avait peut-être un petit peu plus sous la semelle. Et ça, il va devoir le prouver. Jusque-là, cette place 56, j'ai du mal à faire mieux pour lui, le concernant. Pour CJ McCollum, pour 64% d'entre vous, il était à sa place. Donc globalement, on est sur un accord. 24% d'entre vous le mettent dans le top 48. Ça me semble un peu haut, parce que quand tu es en top 56, schématiquement, ça veut dire que déjà, tu fais partie des lieutenants de la ligue, affichés. Alors que normalement, à NOLA, je dis normalement parce que Zion n'est pas là, mais il y a quand même deux joueurs devant lui, avec Zion et Ingram. Donc
franchement, ouais, dans son rôle, il fait son taf, c'est pour ça qu'il est en top 56. Ceux qui le mettent plus haut, c'est pour sa fiabilité et sa régularité, son leadership et son expérience, je comprends, mais vous êtes aussi 12% à le voir appeler après la place 64, pardon, parce qu'il n'a pas réussi à porter son équipe quand il y avait besoin de lui, et c'est vrai que, bah ouais, quand il y avait Zion, Nola était premier de la conférence Ouest, pendant quelques jours, peut-être même une semaine, ça n'a pas duré longtemps. Après la blessure de Zion, les Pelicans ont coulé, et CJ McCollum a pas réussi à maintenir le bateau à flot, et c'est ça un petit peu que je lui reproche. Lui reprocher, c'est un bien grand mot, parce que je m'attends pas à ce que McCollum il soit dans le top 5 des joueurs NBA, mais j'aurais pensé qu'il aurait pu avoir un petit peu plus d'impact sur la win, et permettre à ses Pels de garder la tête hors de l'eau, et voilà pourquoi il est à la place 156, chose que, visiblement, vous validez dans le chat là encore. Allez, la place 55, et on poursuit cette série incroyable de joueurs qui ont chuté dans mon ranking, avec Marcus Smart, désormais, qui lui perd 12 places. Après, moi je peux pas non plus lui reprocher d'avoir fait une mauvaise saison, ou de mauvais playoffs, sinon il s'afficherait pas à cette place aujourd'hui, encore une fois que je répète, elle est qualitative. C'est toujours cette espèce de teigne, ce défenseur unique en son genre, qui malgré son mètre 90 peut défendre quasiment sur les 5 postes, qui joue dur, et qui représentait vraiment l'âme de ces Celtics un petit peu, avant d'apprendre son départ récent vers Memphis. Ajoutons à ça les bons progrès offensifs qu'il a fait ces dernières années, notamment au shoot et dans le playmaking aussi, et je trouve qu'il y a de très bonnes raisons de le classer assez haut Smart, en tout cas déjà dans le top 60. Ceci dit, et peut-être que les blessures ne l'ont pas aidé, je me dis que lors de la saison 2021-2022, quand il a été deep boy, il était peut-être en sur-régime, parce que cette saison, ok, je l'ai toujours trouvé très bon défensivement, et c'est ce qu'on lui demande principalement, et c'est pour ça que je le fais pas trop descendre non plus, mais c'était pas non plus le lockdown qui a été meilleur défenseur de l'année la saison précédente, et moi je pensais que cette espèce de niveau élite là, quand je l'avais classé il y a un an, mais c'était établi, et il continuerait à défendre tout le temps comme ça, et aujourd'hui, sans mentir, moi je me demande sur cette saison si j'ai pas trouvé Derrick White ou Malcolm Brogdon plus sûr que lui défensivement à Boston, même si ça se discute, alors peut-être pas plus sûr que lui, mais au moins aussi sûr que lui. J'ai pas l'impression qu'on avait un Marcus Smart qui était le leader défensif devant White et Brogdon. J'ai trouvé qu'on avait 3 arrières qui défendaient très bien, et si je mets Smart au-dessus de Brogdon et White, c'est quand même pour certaines raisons, mais normalement je trouve que le gap aurait dû être plus important. Cette saison, maintenant, clairement, il faut pas lui enlever ça, je trouve qu'il a continué à mettre beaucoup de pression sur les attaquants. N'empêche que parfois, encore plus que les saisons précédentes, il avait peut-être du mal à doser comme il faut son énergie, avec des phases qui se sont remarquées aussi bien en playoff qu'en saison, où Smart donnait l'impression que ses fils se touchaient un petit peu, avec des prises de décision un petit peu incompréhensibles aussi des deux côtés du terrain, des pertes de balles ou des switches qui étaient mal faits aussi. Et ça, il nous avait pas habitués à ça, moi je trouve, quand il avait été deep boy. Donc maintenant, c'est clair, il reste toujours un joueur que tu préfères avoir avec toi que contre toi. Néanmoins, moi je trouve qu'il a soulevé certains doutes cette année quant à sa capacité à agir vraiment tous les soirs à un niveau élite des deux côtés du terrain, qui me permettent pas, malheureusement, malgré tout le taf qu'il fait sur un terrain que j'apprécie, de le classer plus haut que cette place 55. Pour Marcus Smart, globalement, on est sur un accord, vous validez que sa saison a été un petit peu plus compliquée, et puis c'est sûr, quand on l'avait classé l'année dernière, il sortait d'une grosse saison avec les Celtics qui étaient allés en finale NBA, cette année ça a été moins le cas, avec des Celtics un petit peu plus décevants, et vu que Smart c'est avant tout un joueur collectif, forcément ça joue sur son classement, donc voilà, 52% vous êtes d'accord avec ça. 31% vous l'auriez mis à la place 47 ou avant, je trouve que ça fait beaucoup, même si j'adore ce que fait Marcus Smart sur un terrain, j'adore son leadership, je trouve que il apporte pas assez, il fait trop d'erreurs pour être classé si haut. C'est mon avis et je respecte le vôtre. Et 17% d'entre vous l'auraient classé à la place 63 ou après. Et là pour moi, même si c'est vrai, comme je disais, que les Celtics ont peut-être été un petit peu décevants en playoff avec cette espèce de nonchalance qui leur ressemblait pas, je trouve que, au vu de ce qu'il apporte dans cet effectif, c'est trop bas. Donc ça reste que mon avis. Quoi qu'il en soit, cette place 55 est validée par plus de la moitié d'entre vous. Donc ça veut dire que globalement, on est plutôt sur un accord, à peu près. Allez, place 54, et toujours des dégringolades, ça s'enchaîne. Voici maintenant Andrew Wiggins, encore un joueur des Warriors, et attention spoiler, ce sera peut-être pas le dernier, qui lui perd 17 places aujourd'hui pour s'afficher cette saison au rang 54. En même temps, ça j'imagine que vous le comprenez. Même si Wiggins, ça reste un joueur qui est très impactant des deux côtés du terrain, il a le potentiel pour être un crack en attaque comme en défense, mais moi j'ai trouvé qu'il a semblé loin quand même cette saison, le Wiggins qui l'année précédente avait eu un très gros rôle dans le titre, qui s'était affiché clairement comme l'un des meilleurs défenseurs des playoffs, tout en jouant avec confiance. Donc la suite, clairement, quand on l'avait classé l'année dernière, la suite à Golden State, elle semblait vraiment belle pour lui. Et c'est pour ça que j'avais mis en 37 sans bégayer il y a un an.
sans bégayer, et là je bégaye quand je le dis. Mais le truc c'est qu'on le sait, Wiggins c'est quand même un joueur qui fonctionne à la confiance, au mental, et cette saison, notamment en raison de soucis personnels qu'il a connus, il semblait un petit peu être au fond du gouffre, donc ouais, malheureusement on maîtrise pas sa vie perso, mais je crois que ça l'a pas aidé. Donc après avoir loupé beaucoup de matchs pour ces raisons, il est revenu sur les terrains, mais moi je trouve qu'à ces occasions, mais souvent je l'ai trouvé un petit peu éteint, comme s'il avait eu du mal à se réveiller, et c'est vrai que sur cette photo c'est pas fait exprès, mais ça se voit un peu, comme si sous les yeux on n'avait pas Wiggins, mais un peu son fantôme lors de certains matchs. Maintenant je veux pas non plus vraiment lui en vouloir, on sait pas exactement ce qu'il traverse, et ça a l'air très dur, mais ce qui est sûr c'est que quand je le juge sur le terrain, je remarque que ce genre de constat, ce côté où t'as l'impression qu'il manque d'agressivité, qu'il manque d'envie en attaque comme en défense, ça avait déjà pu être fait plus tôt dans sa carrière, notamment quand il portait le maillot des Wolves dans le Minnesota. Donc pour conclure, oui, Wiggins, en termes de talent, clairement il a le niveau pour être, je pense, potentiellement l'un des meilleurs two-way players de la ligue. Cependant, pour ça, il a besoin d'être dans les meilleures dispositions mentales possibles. Et quand c'est pas le cas, et malheureusement, on le voit, il a connu des hauts et des bas à ce propos depuis sa draft, et d'un coup il devient moins percutant, et forcément bien moins utile dans son équipe. Donc si l'an dernier j'étais vraiment enthousiaste en pensant qu'enfin il avait connu le déclic, je me rends compte que désormais, je me suis au moins partiellement trompé, il n'y a pas eu de vrai déclic, il y a eu une grosse saison l'année dernière, mais Wiggins reste Wiggins un petit peu avec les hauts et les bas qu'il peut connaître, et ça explique, en tout cas à mon sens, cette chute de 17 places par rapport à mon ranking de l'année dernière. Pour Wiggins, encore une fois, on est sur un accord. Comme quoi on en a beaucoup aujourd'hui, même si on était mal parti, parce que vous êtes 59% à valider ce range. 38% d'entre vous l'auraient mis après la place 62, avec le principal argument qu'il a manqué trop de matchs cette saison, et même si je peux comprendre que ça puisse compter, moi ça ne me suffit pas dans la mesure où je le répéterai encore, mais on ne juge pas que de la saison, et tout ce qu'il a montré avant, ça compte, peut-être un petit peu moins dans mon classement, mais ça compte, et il faut se rappeler que l'année dernière c'était un joueur excellent, qu'on mettait 17 places au-dessus et ça convenait à tout le monde. 3% d'entre vous par contre l'auraient mis dans le top 46 ou avant, et là je trouve que effectivement ce qu'il a montré cette année était peut-être pas de suffisamment bon niveau pour le mettre dans le top 50. Donc voilà, cette place 54 à peu près, elle est validée. En place 53, voici Brook Lopez. Bon, c'est mathématique. S'il y a tant de joueurs qui ont dégringolé dans ce classement, eh bien c'est que d'autres ont monté, ont pris leur place et sont passés devant, ce qui est le cas de Brook Lopez, qui lui a pris 31 places par rapport à l'année dernière, et c'est une sacrée ascension, il faut le dire. Quand je l'ai jugé, il y a un an, il faut se rappeler, il sortait de blessure, et à son retour, moi je trouvais que ça se voyait qu'il traînait la patte un peu. Il avait 34 ans à l'époque, il en a 35 maintenant, et je me demandais si tranquillement il approchait pas un petit peu doucement de la fin de sa carrière. Et pour moi, en fait, il n'y avait pas assez d'éléments pour m'imaginer pouvoir ne le classer ne serait-ce que dans le top 80, en me disant, voilà, c'est bon, Brook Lopez, il a eu une bonne carrière, et maintenant ça sent un petit peu la fin. Et pourtant, cette saison, il m'a fait mentir, parce qu'en étant à 100% de ses moyens, il a été très bon. Le mec, en tournant à 2 contre et demi par match, il s'est affiché à 35 ans comme l'un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, terminant 2e à l'élection du Deepoy. Sa complémentarité avec Giannis Antetokounmpo de ce côté-là du terrain, elle s'est montrée phénoménale, et moi je trouve qu'avec les deux énergumènes dans la peinture, c'était pas aisé d'aller scorer des points dans la raquette des Bucks. Vraiment, les deux, ils arrivaient vraiment à faire des choses hallucinantes, avec un Brook Lopez en très bon protecteur de cercle. Puis ce qui est cool, c'est qu'avec sa capacité à s'écarter, qu'il a su développer au fil des années, on a un Lopez qui s'est également montré méga complémentaire du Greek Freak en attaque aussi, et ça c'est cool. Franchement, chapeau à ce mec, qui au fur et à mesure de sa carrière a su réinventer son jeu. J'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais c'est important, parce qu'on se rappelle qu'en début de carrière avec les Nets, il défendait pas un cachou, il scorait tous ses points au poste, alors que maintenant c'est tout l'inverse, il score la plupart de ses points à 3 points, et il fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue. C'est complètement dingue. Ajoutons à ça qu'en playoff, c'est pour moi l'un des seuls Bucks qui a su à peu près se montrer à la hauteur, en augmentant même son niveau de jeu, et je trouve qu'à mon sens, ça fait pas mal d'arguments pour classer Brook Lopez à cette place 53, lui faire prendre 31 places, même si évidemment le court parcours des Bucks en playoff, qui ont été une des plus grosses désillusions de l'année, l'empêche à mes yeux de monter encore plus. N'empêche que, rendez-vous compte qu'une place 53 pour un Brook Lopez qui était en 84 l'année dernière, c'est déjà une belle dinguerie. Pour Brook Lopez, on est sur un désaccord, encore une fois. 56% d'entre vous le voyaient dans le top 45, et moi je trouve que c'est un petit peu abusif. Certes, il a fait une très grosse saison, certes il a très bien défendu aussi. Maintenant je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le meilleur défenseur individuel du monde, ou est-ce qu'il profite vraiment de la grosse présence défensive d'un Giannis Antetokounmpo qui est super mobile et qui compense le fait que Brook Lopez lui soit assez statique? Pour moi, il est trop statique pour faire partie des meilleurs défenseurs de la ligue, même si on en a fait beaucoup à son sujet et à juste titre parce que c'est un bon protecteur de cercle, j'ai du mal vraiment à le mettre dans le top 45, sachant que oui, en attaque, c'est un bon shooter à 3 points, mais
il y a de moins en moins d'autres choses. Il prend pas non plus beaucoup de rebonds. Enfin, top 45, ça me paraît beaucoup. Mais ça me paraît beaucoup trop haut. Mais c'est votre avis, vous êtes 56% à valider ça. Pour 38% d'entre vous, il est à sa place. Donc voilà, finalement, je suis quand même d'accord avec 38% d'entre vous. Et pour 6% d'entre vous, il aurait mérité la place 61 ou après. Et presque, hein, même si j'adore Brook Lopez, j'adore sa carrière, j'adore tout ce qu'il a fait pour réussir à changer son jeu, je suis presque plus d'accord avec ceux qui le mettent place 61 ou après qu'avec ceux qui le placent place 45 ou avant, même si vous êtes la majorité. Comme quoi, des désaccords, il y en aura, et celui-là, il a l'air assez violent, mais tant mieux, ça fait partie du jeu. En place 52, voici un nouvel entrant, Paolo Banchero. Et attention, spoiler, ce sera le dernier nouveau venu dans ce top 100, donc c'est lui, parmi ceux qui n'étaient pas classés l'année dernière, qui en 2023 se retrouve le mieux placé dans mon ranking. Et lui, je vais pas mâcher mes mots, je trouve que, pour sa première saison à Orlando, non seulement il m'a épaté, mais en plus il m'a fait pas mal mentir. Parce que ouais, j'avais beaucoup de doutes au moment de sa draft quant à sa maturité et à sa faculté à guider une équipe, ouais, vraiment totalement, hein, de la tête et des épaules. Et ce que je trouve, c'est que dans le nord de la Floride, là, à Orlando, j'ai trouvé qu'il avait vraiment réussi à prendre les choses en main, et de la plus belle façon possible à seulement 19 ans. Bien sûr ensuite que chez lui, on peut encore observer certaines failles, un certain manque de discipline, de la naïveté, quelques erreurs, de la maladresse de loin aussi. Mais heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a ça, parce que sans ça, je l'aurais sûrement classé bien plus haut, tant dans son jeu, il semble présenter toutes les qualités nécessaires pour être une future superstar. Si on misait sur le potentiel, clairement je l'aurais mis bien plus haut, c'est pour ça que je m'enflamme pas non plus. Mais on a un Banchero avec son physique musclé, hein, parce qu'il est super carré, avec sa taille de 2m08, il a été impressionnant, et je trouve que direct, il a prouvé qu'il était capable d'assumer son statut de first pick en NBA, en scorant sans souci des points aux 3 niveaux, en prenant des matchs à son compte dans les 4e quart-temps quand c'était important de le faire, et surtout en réussissant à créer ses points sans les autres, à lui tout seul, avec une espèce de facilité complètement déconcertante pour un joueur de sa taille avec son gabarit qui joue à ce poste-là. Ajoutons à ça que, ouais, bien qu'il soit ailier fort encore une fois, c'est déjà un très bon créateur qui peut porter la balle, qui peut pousser la gonfle en contre-attaque, et même distribuer à ses coéquipiers grâce à de bonne lecture, parce que oui, pour un gamin, je trouve qu'il lit bien le jeu, Paolo Banchero, et vous comprendrez pourquoi il m'enthousiasme autant jusque-là. Enfin, moi je trouve qu'avec son mix de qualité fine, avec son mix de puissance aussi, je le trouve monstrueux dans la plupart des secteurs. Même en défense et au rebond, il a montré bien plus que ce que je l'imaginais capable de faire, tant il arrive à s'en sortir grâce à son énergie, mais grâce à sa dureté aussi. C'est là où il m'a surpris. Banchero, en NBA, c'est un joueur dur. Donc non, c'est sûr que maintenant tout n'est pas parfait. Défensivement, il a de gros progrès à faire encore. Mais déjà, je trouve qu'il fait le minimum et qu'il est au moins average. Donc si dans les prochaines années, il arrive à mûrir de la bonne façon, à soigner ses erreurs, un peu à gommer ses déchets et à se discipliner, déjà que 52, je trouve que c'est une très belle place pour cette année, attendez-vous à le voir grimper très très fort dans mes prochains top 100 dans les années à venir. Pour Paolo Banchero, eh bien, de façon assez surprenante, je pensais que je m'étais peut-être un petit peu enflammé avec lui, parce que c'est vrai que j'ai énormément apprécié sa saison rookie, et finalement on est sur un gros accord parce que vous êtes 64% à valider Strange. Maintenant, 32% d'entre vous, vous le mettez à la place 60 ou après, et je comprends, c'est sûr, parce qu'il était dans une équipe qui gagnait peu, et bien sûr qu'il a encore des choses à prouver pour passer au niveau supérieur. Mais à mon avis, s'il arrive à passer au niveau supérieur, c'est le All-Star Game qui l'attend, rien d'autre, et sûrement un top 40, voire 35 à avoir l'année prochaine. Mais s'il prouve encore plus, je pense qu'il peut encore augmenter. Maintenant, 4% d'entre vous le voient déjà dans le top 44, et ça je trouve que c'est peut-être un petit peu précipité. Donc voilà, vous validez cette place 52, mais je comprends tout à fait ceux qui le mettent à la place 60 ou après. Place 51 maintenant, à la porte du top 50, il frappe, il gratte fort à la porte, mais il y est pas, c'est Desmond Bane, et voici encore un joueur qui n'a pas hésité à prendre la place de tous ceux que j'ai fait chuter dans mon classement et que j'évoquais avant. Lui, l'an dernier déjà, vraiment il m'avait épaté grâce à sa progression pour sa campagne sophomore. Selon Ja Morant d'ailleurs, c'était lui et pas Ja Morant qui aurait mérité de remporter le trophée de MIP en 2022. Et c'est pour ça que déjà je l'avais mis à la place 64, ce qui était très lourd pour un sophomore, il faut se rendre compte de mettre Desmond Bane à cette place. Mais là, ce qui est encore plus impressionnant, je trouve, c'est que sa progression, il a réussi à la poursuivre avec un début de campagne là, la saison 2022-2023, qui était digne d'un All-Star. Moi franchement, s'il avait continué à ce niveau-là, je pense que j'aurais voté pour lui au All-Star Game. Le mec était super adroit à 3 points, il avait aucun mal à scorer sa vingtaine de points à tous les matchs, il était même monté à quasiment 25, c'est aussi un mec qui sent bien le jeu, qui joue juste, qui défend fort, et tout ça c'est devenu encore plus flagrant, encore plus prégnant je trouve cette saison. Donc clairement, c'est pas le meilleur self-créateur de la ligue, il a besoin de gars qui vont créer pour lui, autour de lui, n'empêche que
bah déjà dans le domaine il a fait des progrès, mais off-ball, en mettant ses tirs ouverts et en proposant des cuts souvent très précis, souvent dans le parfait timing, je trouve excellent. Ajoutons à ça qu'avec sa musculature qui s'est vraiment bien développée depuis sa draft, il m'impressionne physiquement Bane, mais je trouve qu'il peut étouffer les attaquants défensivement, mais ça lui a aussi permis donc d'améliorer son body control, de finir un petit peu plus près du cercle et de ne pas seulement se cantonner à mettre des shoots de loin. Donc tout ça c'est cool et je trouve que avec ses qualités, il a une vraie panoplie des deux côtés du terrain. En fait, j'aurais pu vraiment le mettre plus haut. Malheureusement pour lui, il a connu une grosse blessure en décembre, suite à laquelle j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à retrouver son niveau de début de saison. Et sans ce coup d'arrêt, ben ouais, je pense que peut-être j'aurais pu le faire grappiller, je sais pas, allez, 6, 7, 8, 9, peut-être une dizaine de places dans mon ranking. Mais ce gros niveau qu'il a montré en début de saison, il l'avait pas la saison d'avant, il l'a pas eu sur la fin de saison, et j'ai besoin qu'il le prouve sur un échantillon plus gros, plus important, pour encore grimper dans ce classement. Je pense qu'il en est capable, pour ça il va falloir qu'il revienne à 100%, physiquement et mentalement, et voilà, le top 40 pour Desmond Bane, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Et bien, pour Desmond Bane, on est peut-être sur le plus gros accord de mémoire depuis le début du live, parce que pour 83% d'entre vous, il est à sa place, 6% d'entre vous l'auraient mis après le top 59, je trouve ça vraiment sévère, et 11% d'entre vous déjà le mettent déjà dans le top 43. Ça me semble un petit peu précipité, comme je disais. Il va falloir qu'il retrouve son niveau de début de saison sur un échantillon plus long pour y arriver. Mais je peux comprendre, parce qu'il a quand même montré de belles choses. En numéro 50. Donc après quelques joueurs qui nous ont réalisé une belle ascension, on revient sur un autre avec Chris Middleton, qui comme beaucoup dans ce live, je vous l'ai dit, a connu une grosse chute, avec un conséquent moins 22 quand même. Pourquoi? Ben ouais, j'avoue que ça peut paraître sévère, mais tout simplement parce que moi, cette saison, je trouve qu'on a un Middleton à montrer qu'il galérait à revenir complètement de sa grosse blessure de l'an dernier. Il a été économisé par Budenholzer pendant la grande majorité de la saison, certes, et en playoff, à peu près, il a fait le taf, j'ai envie de dire, mais là, difficile de dire qu'il était quand même proche du niveau qu'il a affiché il y a 2 ans, quand il était All-Star, ou pas loin, même quand il était All-Star régulièrement. Après, heureusement, je ne juge pas que sur sa saison, parce que si je devais le faire, je pense que je lui aurais peut-être encore fait perdre 10 ou 20 places. Non, si je le mets pas encore plus bas, c'est que je crois quand même encore en lui. Donc oui, cette année, c'est vrai, je l'ai trouvé hors rythme, que ce soit au niveau de son shoot et même au niveau de sa défense, lui qui avait pourtant pris l'habitude de nous montrer de très belles choses dans le domaine. Mais clairement, moi j'ai envie de dire qu'on a un Chris Middleton cette saison qui définitivement, même s'il a l'excuse de la blessure, on ne peut que conclure qu'il nous a pas montré la meilleure version de lui-même, donc il perd des places, et ça me semble normal, vu le niveau global qu'il a affiché, qui était loin de ce qu'il avait été la saison précédente ou la saison d'avant, enfin la saison précédente avant sa blessure, bien évidemment. Donc heureusement pour les Bucks qu'en saison, on a un Jrue Holiday qui a réussi à prendre le relais en tant que lieutenant. Et pour moi, cette année, clairement, c'était Jrue, le lieutenant de Jrue Holiday. C'était plus Chris Middleton. Pourtant, voilà, il est quand même dans le top 50. Normalement, c'est un range qui est dédié au lieutenant. Ça montre que ça reste une option 3 de super qualité à Milwaukee. Parce qu'une place 50, c'est quand même super propre. Mais c'est vrai que heureusement que Holiday a pris ce rôle de lieutenant, ça a sauvé la saison des Bucks, qui ont fini premier de la conférence Est, grâce notamment à l'énorme campagne de Jrue Holiday, même si, malheureusement, tout ça s'est moins matérialisé quand même en playoff. Voilà, ce que je disais par contre, c'est que Chris Middleton, j'y crois encore. Ça reste un joueur très intelligent, un joueur polyvalent, et en post-season, ouais, ce qu'il a montré, c'était plutôt propre, même si j'en attendais plus, notamment défensivement. Et ce que j'aurais aimé aussi, c'est que qu'il puisse le prouver sur une plus longue durée, parce que là, les Bucks, leur aventure a été plutôt courte, et ça me permet pas non plus de m'enthousiasmer complètement sur les quelques matchs de playoff qu'a disputé Chris Middleton cette saison. Du coup, ouais, même s'il était encore dans le top 30 l'an dernier, en attendant de voir ce que ça donnera la saison prochaine, une place 50 me semble assez légitime. Il est complètement capable de redresser la barre, mais voilà, pour ça il va devoir montrer que maintenant, à 32 ans, malgré sa blessure, il est encore capable de revenir à son meilleur niveau, et que là, comme il donne un petit peu l'impression, il n'est pas en train de sortir peu à peu de son prime. Donc voilà, il sait ce qu'il a à faire, il faut retrouver ce niveau de jeu et cette intensité d'il y a 2 ans pour retrouver une meilleure place dans mon ranking. À 32 ans, il en est capable, mais à 32 ans, ça va demander pas mal d'efforts. Ok, pour Middleton, j'avais eu l'impression d'être très sévère, parce que quand même, il reste un joueur très qualitatif, et comme je disais, je crois encore en lui. N'empêche que, pour vous êtes 72%, vous l'auriez même pas mis dans le top 58, et je vous trouve vraiment ultra sévère. Je comprends qu'il soit passé un petit peu à côté de sa saison, mais regardez, il jouait que 24 minutes par match parce qu'il revenait de blessure. Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu son niveau? Non. En dehors du top 58, Chris Middleton, je trouve ça chaud. Après, vous êtes 6%, vous l'auriez mis top 42, je trouve ça un peu haut, et 22% vous l'auriez mis à peu près dans ce range. Donc ouais, moi j'assume mon range, même si vous n'êtes pas d'accord. Pour moi top 50 c'est bien, mais ok, si on juge que sa saison, je le mets pas dans le top 60. Là je suis d'accord avec vous, mais là c'est pas le cas. Et comme je disais, cette saison, il a été économisé, il a quand même montré de bonnes choses quand il était sur le terrain, il a retrouvé peu à peu son adresse au fur et à mesure. En playoff, pour moi, il a été meilleur que Jrue Holiday aussi. Ça vaut pas
la peine de le mettre dans la place 58, sachant tout ce qu'il a pu montrer avant et tout le niveau qu'il est capable d'obtenir, sachant que 32 ans non plus, c'est pas un vieillard. Donc il en a encore sous la semelle, et j'espère bien qu'il vous fera mentir rapidement quand il sera en forme l'année prochaine, lui qui vient de re-signer aux Bucks, parce que au-delà de la place 58, si on ne juge pas que sur sa saison, je trouve que c'est beaucoup trop peu pour Chris Middleton. Bon, vous avez été choqué apparemment pour la chute de 22 places de Chris Middleton juste avant parce que vous pensiez qu'il méritait encore plus. Eh bien dites-vous qu'avec Chris Paul j'ai pas lésiné parce que lui il en a perdu 38 des places, rien que ça. Et oui, l'an passé, je l'avais mis en 11 dans mon ranking, le Point God, parce que j'arrivais à lui trouver des excuses. Mais je me rends compte que je l'avais sûrement trop bien classé. Parce que ouais, l'an passé, moi je trouve, et je vais expliquer pourquoi je l'avais mis en 11, en 11 il y a un an, c'est parce que malgré son choc au deuxième tour face aux Mavericks, je trouvais quand même qu'il sortait d'une saison assez exceptionnelle chez les Suns. Et ses performances au premier tour face aux Pels, elles m'avaient clairement impressionné. Il avait été d'une justesse folle, hein. Il avait battu des records d'adresse, hein. Je crois de mémoire c'était un 14 sur 14 ou un 16 sur 16 au shoot, faudrait que je vérifie, mais il avait été énorme Chris Paul. Et c'est pour ça que moi je me disais, ah il a pas eu de chance, il était encore blessé, il est passé à côté de sa série face aux Mavericks. C'est vrai que ça faisait beaucoup de fois dans sa carrière que ça lui arrivait de faire des choses comme ça, et peut-être que j'ai peut-être été un petit peu trop tolérant avec lui à l'époque, mais je me disais, ça reste le Point God, il est toujours très fort. 11 c'était peut-être un petit peu exagéré, je l'admets aujourd'hui hein, avec du recul, mais quand même je le trouvais très fort. Sauf qu'aujourd'hui, je dois le dire, hein, ce discours j'en reviens bien tant le poids de l'âge est violemment en train de se faire ressentir chez le meneur de jeu. Certes, ça reste toujours un des plus gros cerveaux de la ligue, et ça j'y tiens, sinon il serait pas dans le top 50. En tant que chef d'orchestre, le meneur il peut gérer le jeu de façon impressionnante, il peut lancer tout un tas d'attaques, placées sur pick and roll aussi, de façon très juste, ça j'apprécie, hein, ça doit toujours rester un plaisir de jouer avec lui, et voilà, c'est pour ça vraiment que encore une fois, il est dans ce top 50, je le répète. Mais tout ça, toutes ces qualités, elles servent à quoi si à chaque fois, quand les playoffs arrivent, quand les moments les plus importants de la saison arrivent, tu te blesses. Ça sert à pas grand chose, surtout qu'il faut se le dire, Chris Paul aujourd'hui, il a plus non plus la vivacité nécessaire pour créer la séparation et sanctionner comme il savait si bien le faire pendant la majorité de sa carrière sur ses mid-range qui était vraiment sa spécialité hein, pendant longtemps. On verra si l'an prochain il arrive à relever la tête du côté de Golden State, s'il arrive à éviter les blessures en playoff encore une fois, ça lui ferait pas de mal, parce que ça depuis la finale qu'il a joué avec les Suns contre les Bucks en 2021, il a été en délicatesse, hein, il faut pas le dire, mais a priori si je suis honnête, Chris Paul, et c'est pour ça que je lui fais perdre 38 places, j'y crois de moins en moins. Le meneur en ce moment, ça semble plus être devenu le point hold que le point god. Donc voilà pourquoi je lui fais connaître une telle chute, même si ça fait de la peine, mais c'est comme ça, le poids des âges se fait sentir chez Chris Paul, et je pense que c'est légitime de lui faire perdre autant de place. Et pour Chris Paul, on est sur un nouveau désaccord, même si vous êtes quand même 41%, et ça fait quand même une bonne part à le mettre dans ce range, vous êtes 48% à le mettre après le top 57. Vous êtes 11% par contre à le voir dans le top 41. J'ai du mal à le mettre si bas après le top 57. Bien sûr, on peut lui reprocher. Maintenant, j'admets hein, très bien que l'année dernière, top 11, c'était beaucoup trop haut. Par contre, en dessous de la 57e place, un Chris Paul, c'est trop intelligent sur un parquet quand c'est en bonne santé. Enfin, il fait progresser n'importe quelle équipe et il l'a montré maintes fois dans sa carrière. Clairement, aujourd'hui, c'est plus le même et c'est de moins en moins efficace et c'est de moins en moins visible. Mais c'est toujours présent. Sur un pick and roll, qui est-ce que vous voulez mieux que Chris Paul pour le lancer, tellement c'est un génie dans sa faculté de lâcher la passe pile à la bonne hauteur, pile au bon endroit, pile au bon moment, dans sa faculté de lire le jeu, de lire le placement des défenses. Il lui manque effectivement cette vivacité et cette explosivité d'avant pour devenir, pour rester un scoreur, et encore il est pas loin des 14 points par match et je trouve ça propre, tout ça parce qu'il joue avec son cerveau. Alors peut-être que je donne beaucoup de valeur aux joueurs qui jouent avec leur cerveau, mais Chris Paul est capable de le faire. Moi ce que je lui reproche, c'est de pas être présent dans les moments qui comptent, et ça forcément ça le pénalise. Mais maintenant, malgré tout l'âge qui avance, pour moi ça reste encore un top 50 Chris Paul. Alors juste parce que j'ai mis à la 49, mais le mettre après la place 57, je trouve ça très sévère. En 48, maintenant, voici Aaron Gordon. Et ça suffit, les grosses dégringolades. Parce que perso, je préfère parler des joueurs en bien qu'en mal. Et pour ça, avec Aaron Gordon et son hallucinant step-up de 44 places, hein, comme vous le voyez là-haut dans mon ranking, je suis plus que gâté. Je vais pouvoir parler en bien de lui. Aujourd'hui, on a un ailier fort qui s'est clairement affiché comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur les postes 3 et 4. Si plutôt je parlais de Brook Lopez, qui au fil de sa carrière avait su réinventer son jeu, Gordon a fait la même chose, mais lui, il l'a fait en un temps record. Il n'existe plus, hein, ce joueur qui constamment, à Orlando, jouait à l'envers, parce que sûrement il était over-responsabilisé et mal utilisé. Désormais, on a un Mike Malone qui lui a trouvé le rôle parfait. Celui d'immense défenseur qui va switcher partout, qui peut éteindre l'ailier ou l'intérieur adverse, et qui en attaque utilise très bien ses fabuleuses qualités athlétiques pour marquer des points et punir les défenses qui seraient trop passives. En playoff, moi j'ai trouvé qu'il avait complètement brillé de mille feux.
feu. Il s'est présenté comme l'un des pions essentiels dans la quête du titre des Nuggets. Il faut pas se mentir, hein, il faut parler français. Ces finales dans l'intensité, elles sont tout bonnement exceptionnelles, vraiment. Et puis pas que les finales. Le gars, tour à tour dans les playoffs, il a réussi à limiter des Karl Anthony Towns, des Kevin Durant dans l'ordre. Après c'était LeBron James, Jimmy Butler, et au final, ça lui fait un sacré tableau de chasse défensivement. Il a su également, et ça c'est tout à son honneur, trouver une réelle régularité à 3 points, ce qui permet aussi d'ouvrir le jeu à ses coéquipiers, tout en se montrant constamment très très dangereux off-ball sur ses cuts, après lesquels il profite parfaitement des passes de Jokic. Donc clairement, un Aaron Gordon qui va créer le jeu pour lui-même, il va faire beaucoup de déchets, il va commettre beaucoup d'erreurs, il va manquer de discipline, il va manquer de QI basket, mais dans ce rôle de cutter, qu'est-ce qu'il est parfait avec ces joueurs comme ça qui lui envoient le ballon pile comme il faut. Non, en vrai, j'ai que du bien à dire sur Gordon et sur ce qu'il a montré depuis son arrivée à Denver. Et même si ses failles, on les connaît, hein, comme je disais, notamment au niveau de la création, il a su prouver que quand on lui filait le bon costume, ça pouvait être un incroyable joueur de basket. Et avec tout ça, pour moi, il mérite largement cette méga ascension de 44 places. Allez, pour Aaron Gordon, c'est un accord à 57%. Bon, 33% d'entre vous l'auraient mis dans le top 40. Je trouve ça vraiment exagéré, même si je comprends qu'on ait envie de le classer haut au vu des playoffs phénoménaux qu'il a fait. Maintenant, tranquille, hein, top 40, ça commence à être réservé aux options 1 de leurs équipes. Maintenant, c'est vrai que dans une équipe championne en titre, on peut les classer un petit peu plus haut. Mais là, il est option 3 à Denver, Aaron Gordon. Il est dans le top 48, ça me semble déjà bien haut. Quand je vois que je lui ai déjà fait prendre 44 places, 40 places en plus, comme 33% d'entre vous, ça me semble un peu précipité. Maintenant, pourquoi pas, mais je le vois pas encore être capable d'être un leader. Il faudrait qu'il soit un meilleur créateur, un meilleur joueur qui peut prendre une équipe sur son dos à lui tout seul sans bénéficier des passes d'un Jokic ou d'un Murray pour moi être dans le top 40. Maintenant, pourquoi pas. Après, vous êtes 10% à le mettre dans le top 56 ou plus bas, et ça, je vous trouve sévère tant il a été primordial chez ces Nuggets cette saison. En 47, voici maintenant Kristaps Porzingis, et je suis content maintenant de parler de lui, parce que lui aussi, hein, il peut bénéficier d'une ascension complètement remarquable dans mon ranking, lui que je classais en 80 il y a un an, et qui prend 33 places. Donc de plus en plus, moi je me rends compte que sa baisse de niveau à Dallas, à Kristaps Porzingis, elle était surtout due à son utilisation, peut-être aussi du fait qu'il revenait d'une grosse blessure des croisés qui s'était faite à New York, mais surtout à son utilisation, parce que si on ouvre les yeux, on se rend compte que déjà l'an dernier, au moment de son arrivée à Washington, hein, juste après son trade en provenance des Mavericks, il a commencé à bien tourner chez les Wizards. Cependant, au moment où je l'ai classé, je voulais pas trop m'enflammer non plus. Je le mettais déjà en 80 et je me disais que ok, il avait posé des bons chiffres à Washington, mais tous ces chiffres, ils avaient surtout été réalisés en fin de saison à un moment où les Wizards ne jouaient pas grand chose. Tout ça, c'est sûr. Maintenant, c'est certain, ils ont pas eu beaucoup plus d'ambition cette année, hein, cette équipe de Washington, et peut-être que oui, imaginez une montée de 33 places pour un joueur qui cette saison n'a même pas participé aux playoffs, ça peut paraître exagéré. Ceci dit, moi à Kristaps, j'ai absolument rien à lui reprocher hein, sur ce qu'il a fait dernièrement. Il a fait le taf, proprement, largement, avec de bons pourcentages en plus, de vrais outils pour défendre le pick and roll. J'ai vu des chiffres, il fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs de la ligue sur pick and roll, en tout cas de ceux qui prennent le moins de points. Moi, il m'épate là-dedans, et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé qu'il avait aussi progressé dans son rôle, montrant que maintenant, il pouvait également exister dans un système avec d'autres joueurs qui portent la balle, comme l'était Bradley Beal ou Kyle Kuzma là chez les Wizards, chose qu'il avait du mal à faire avec Luka Doncic, même si je pense s'il y avait aussi une incompatibilité au niveau du caractère des deux. Non, rien à dire pour moi, hein. Je trouve que dans son profil unique hein, de licorne, une des premières licornes en NBA, on a un Porzingis qui vient de réaliser une saison très solide de niveau All-Star ou presque, même s'il n'a pas fait le cut l'année dernière, en février dernier en tout cas. Pour moi, il était vraiment à la limite de l'être. On verra si l'an prochain toutes ces bonnes choses arrivent à se transférer dans une équipe ambitieuse comme Boston, ce sera le révélateur un peu, mais à mon sens, s'il arrive globalement à rester en bonne santé comme ça a été le cas cette saison, on a un intérieur qui, je le rappelle, a seulement 27 ans, qui pourrait encore grimper dans ce classement d'ici un an. En tout cas, moi je suis content, parce qu'avec sa saison, là, il a montré que justement, ce qu'il avait montré à la fin de la saison précédente avec les Wizards, c'était pas que de la poudre aux yeux, c'était pas juste des chiffres. Non, Kristaps Porzingis, c'est un vrai bon joueur de basket, et pour moi, il mérite cette montée de 33 places et cette place 47. Pour Porzingis, globalement, on est ok, vous êtes 74% à le mettre dans ce range, 26% l'aurait mis après la place 55, je trouve ça très sévère, mais j'arrive à comprendre dans la mesure où c'est vrai qu'avec les Wizards, il a pas fait ça, ce niveau-là, il l'a pas montré dans une équipe qui était ambitieuse ou qui pouvait jouer les playoffs, même s'il y a encore quelques semaines de la fin de la saison régulière, cette équipe pouvait encore jouer le play-in, mais on voit qu'ils ont vite baissé les bras. Donc ouais, je peux comprendre ceux qui le mettent à la place 55 ou après, pour ce manque d'ambition et ce manque de compétitivité collective, mais vraiment, pour moi, si les Wizards n'ont pas été compétitifs cette saison, même s'il avait un contexte assez favorable, quoique c'est bien d'avoir réussi à exister dans une équipe où c'était pas un des porteurs de balles principaux, non, pour moi, il mérite cette place dans le top 50, quoi.
En 46, maintenant, voici Rudy Gobert. Et on revient avec des joueurs qui ont connu des chutes importantes. Dans cette vidéo qui est montagne russe, hein, on a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup monté, beaucoup de joueurs qui sont beaucoup descendus. Et donc voici le français Rudy Gobert qui lui perd 20 places dans mon ranking par rapport à l'an dernier. Bon après, pas de panique non plus, je le répéterai jamais assez, mais quand t'es dans le top 50, t'es vraiment pas loin de l'élite, même s'il y a encore un gros gap à franchir pour accéder au top 15 et faire partie du gratin, ou de la crème de la crème. Et là, si Rudy il se situe ici, c'est tout simplement parce que dans son rôle, il fait toujours partie de la shortlist des joueurs qui tous les ans peuvent prétendre au trophée de défenseur de l'année. Ça reste toujours un mec qui est très dissuasif, contre qui les intérieurs et les slashers vont réfléchir à 2 fois avant de prendre leur chance, et sa place elle est super importante dans la raquette de n'importe quelle équipe en NBA. Le souci c'est que ça, cette saison, c'était toujours vrai je trouve, mais ça a été quand même bien moins flagrant, avec un pivot qui a montré des difficultés à s'adapter à sa nouvelle équipe, au basket que pratiquaient les Wolves un petit peu, et qui clairement ne l'ont pas utilisé de la même façon que l'utilisait Quinn Snyder à Utah. D'ailleurs ça s'est vu, quand il a retrouvé son pote du Jazz Mike Conley, qui est arrivé en cours de saison, tout de suite, je trouve que Rudy a montré qu'il était capable de faire tout plein de choses à nouveau, mais qui étaient super utiles et super efficaces sur un terrain de basket. On s'en rend compte, hein, de toute façon, sa saison, elle a été dure, elle a été longue, elle a été compliquée, elle a été frustrante, tout ce que vous voulez pour un Rudy qui ça s'est vu, hein, en fin de saison. On se rappelle de l'incident avec Kyle Anderson, qui est un petit peu l'illustration de la situation compliquée qu'il a vécue dans le Minnesota. Difficile donc pour moi, pour l'instant en tout cas, de l'imaginer plus haut que la place 46, avant de voir si l'an prochain, peut-être, dans un dispositif qu'il aura mieux intégré, il arrive à se relancer. Et pour moi, il en est capable. Toutes ces qualités qui faisaient qu'à Utah il était All-Star, il les a toujours. Elles n'ont pas disparu comme ça du jour au lendemain. Pour ça, il faut qu'il soit bien utilisé et que lui, il accepte ce rôle et qu'il arrive à trouver son épanouissement dans ce rôle-là. C'est possible du côté de Minnesota, c'est pas fait, ça va demander beaucoup de taf, mais je pense qu'il peut se relancer et c'est absolument tout ce que je souhaite parce que, oui, il est français et Cocorico, c'est le seul français de mon top 100, donc plus il sera haut et plus les Français seront contents, je me dis. Pour Rudy Gobert, je m'y attendais, hein, comme souvent, de toute façon, j'ai l'impression que c'est l'un des joueurs les plus détestés par le public français et je trouve ça dommage, mais je m'y attendais à chaque fois. De toute façon, vous le voyez classé plus bas que moi et je comprends parce que sa saison a été décevante. Là vous êtes 43% à le mettre au-delà du top 54 en parlant toujours des mêmes choses, son apport offensif qui est irrégulier, etc. Mais je trouve que c'est de moins en moins vrai, en tout cas cette saison. Quand on a un Mike Conley qui l'a trouvé dans les bonnes dispositions, ça allait. En playoff, même si ça a été court, il a marqué sa quinzaine de points par match, il tourne toujours presque à 12 rebonds par match. Alors ok, c'est plus le meilleur rebondeur de la NBA, mais il en est pas loin, et puis voilà, défensivement, même s'il met moins de contres qu'à son époque Utah, il est toujours aussi dissuasif et toujours aussi efficace quand on le trouve dans les bonnes dispositions dans la peinture. Donc ouais, après le top 54, je trouve ça très très sévère. Maintenant vous êtes quand même 37% à penser que Rudy est à sa place, donc mine de rien ça lui laisse un petit peu de gens qui croient en lui, et vous étiez quelques-uns à le voir dans le top dans le top 38. Ça me semble un petit peu exagéré, mais pourquoi pas. Non, Rudy Gobert hors du top 50, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, au vu de l'impact dans un collectif qu'il peut avoir, j'ai du mal. Après je vois que dans le chat vous me justifiez ça avec les stats. Déjà dans les stats c'est fort, hein, de tourner à plus de 13 points et 11 rebonds, c'est un gros double-double, surtout à plus d'un contre par match, et même si c'est pas les stats que Rudy a pu connaître par le passé, il faut surtout se rendre compte que Rudy ce n'est pas un joueur de stats et qu'on peut pas le juger avec une feuille de match. Clairement, tellement dans les écrans qu'il pose, il est super efficace, dans les écrans retard qu'il va poser au rebond, même si c'est pas toujours lui qui prend le rebond, il va permettre à ses coéquipiers d'en prendre, défensivement dans les shoots qui dissuadent aussi. Clairement, je pense que pour juger Rudy Gobert, il faut aller largement au-delà des stats. En tout cas, c'est mon avis. Vous pensez, la majorité pense qu'il doit être classé en dehors du top 50. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il perd déjà 20 places, ça me paraît conséquent, et ça reste un joueur de basket très intéressant dans une défense dont Minnesota aura besoin en plus par la suite. Maintenant en 45, Bradley Beal, et encore une grosse chute avec lui, qui perd 25 places et qui nous réalise une dégringolade qui est sacrément importante. Si un peu plus tôt je parlais de tout le bien que j'avais à dire de Porzingis, et que la semaine dernière je vantais toutes les qualités de Kyle Kuzma aux Wizards, je trouve que si l'on cherche les coupables dans la mauvaise saison de Washington, Bradley Beal doit être placé en première ligne. Après statistiquement ça reste correct, hein, ça reste même assez proche de l'année précédente, mais son attitude, je pense qu'elle a dû être très très compliquée à encaisser par les fans de Washington, surtout juste après la signature de son contrat Supermax. Parce que ouais, soyons honnêtes, moi j'ai trouvé que cette année, on avait un arrière qui jouait avec une espèce de je m'en foutisme qui était super difficile à accepter. C'est un peu comme si constamment, au niveau de l'intensité, il refusait de passer la seconde, cherchant de moins en moins à se faire mal, cherchant de moins en moins à jouer avec ses coéquipiers ou à faire les efforts en défense, alors qu'on le sait, hein, en termes de playmaking ou même défensivement, il est censé avoir des qualités, il l'a prouvé en début de carrière. Maintenant, ça reste quand même un joueur qui a un talent assez exceptionnel, sauf que le problème c'est qu'il l'utilise pas assez.
Ça fait 2 ans, ou pas loin, que Bradley Beal, j'ai l'impression qu'il est en train de complètement gâcher son prime. Normalement, c'est un top 20 no-brainer avec un tel talent. Et l'an passé, j'arrivais encore à l'excuser. Je l'avais mis à la limite du top 20, j'avais mis à la 20e place, parce que oui, il avait connu des blessures. Je m'étais dit que cette saison, elle était peut-être un petit peu compliquée pour lui et qu'il allait vite se relancer. Je me disais aussi que son supporting cast était complètement faible et qu'il n'arrivait pas à se motiver autour d'eux. Mais aujourd'hui, ses raisons, quand ça fait une 2e saison consécutive, ben, je les trouve beaucoup moins valables et j'arrive plus à le pardonner pour des raisons telles que celle-ci. Donc peut-être que oui, là, en ce moment, ben, il prenait plus aucun plaisir à jouer dans l'équipe de la capitale. C'est possible, et peut-être que le manque d'ambition de l'équipe jouait sur son moral. Maintenant, il avait qu'à signer ailleurs l'année précédente. Il l'avait dit, moi je re-signe aux Wizards parce que je veux la win, c'est pas pour l'argent. Ouais, prends-nous pour des idiots aussi, t'as signé aux Wizards parce que c'était eux qui pouvaient t'offrir le plus gros chèque. Donc on verra. Maintenant, il faut espérer pour lui qu'à Phoenix, où il va avoir des ambitions collectives, il puisse se relancer de la meilleure façon possible, parce que intrinsèquement, même si le classement reste toujours bon, il semble valoir bien plus que cette 45e place que je lui ai attribuée cette année. Pour Bradley Beal, vous êtes assez d'accord, même si ça clive un petit peu. Vous êtes 53% à trouver qu'il est dans le bon range. 26% d'entre vous l'auraient mis dans le top 37, parce que pour vous, il reste toujours l'un des meilleurs scoreurs de la NBA. Je suis d'accord qu'intrinsèquement, il a les qualités, mais pour ça, il faut qu'il le montre. Et pour ça, il faut qu'il soit dans les bonnes dispositions mentales. Est-ce qu'il les a aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de les retrouver à Phoenix? Ben, je demande à voir. Pour l'instant, je peux pas l'assurer. Donc oui, intrinsèquement, il est capable de faire mieux. Mais tant que mentalement, il prouvera pas qu'il est capable d'être le joueur qu'il était il y a 2-3 ans, ben moi, je veux pas le classer plus haut. Et 21% d'entre vous, vous le classeriez après la place 52. Ça me semble un peu sévère pour un joueur qui a telle qualité et un tel talent, mais je peux comprendre qu'il vous déçoive, parce que son attitude, bah, c'est zéro à Bradley Beal un petit peu à Washington ces dernières années. Allez, en place 44 maintenant, voici Dejounte Murray, qui même s'il perd 6 places dans mon ranking, moi j'ai envie de retenir que grosso modo, contrairement à pas mal de joueurs qu'on a évoqués aujourd'hui, il reste dans le même range que l'année précédente. Après, mais ce qui est un petit peu malheureux le concernant, je pense que c'est que, après sa sélection All-Star qu'il avait connue l'an dernier avec les Spurs, et il a seulement 26 ans en plus, de sa part, on attendait une certaine explosion. Après, bien sûr qu'en tant que two-way player, c'est toujours un joueur excellent, qui peut peser dans absolument tous les secteurs, et même éteindre complètement le porteur de balle adverse un soir où il veut bien se transcender. Sur ses drives, il peut aussi être très bon, grâce à ses qualités athlétiques, et dans le playmaking, il est loin d'être mauvais. Même si on le sait, à Atlanta, il y a un certain Trae Young qui est aussi un bon playmaker, et ça se marche un petit peu sur les pieds. Et c'est ça un petit peu le problème, c'est que son association avec Young à Murray, elle a pas vraiment porté ses fruits, ce qui évidemment va donner du taf à Quinn Snyder, qui est arrivé en tant que coach en fin de saison, et qui je trouve déjà a fait du bon taf sur les quelques mois où il a été à la tête des Hawks. Et je pense qu'il doit continuer en ce sens pour réussir à faire jouer Murray et Young ensemble. Comme quoi, est-ce que le problème venait de Murray ou venait de Young ? Peut-être en partie, mais je pense qu'il venait aussi du coaching de Nate McMillan qui avait perdu son vestiaire. Mais bref, si on reparle de Dejounte Murray, je trouve qu'en playoff aussi, globalement je l'ai trouvé plutôt efficace, même si ça se voyait régulièrement que ces Hawks ils balbutiaient encore leur basket des deux côtés du terrain. C'est normal avec l'arrivée d'un nouveau coach, et c'est normal, sachant que Murray et Young pour le moment sont pas ultra complémentaires. Et voilà, je le laisse quand même en 44, je le laisse à peu près dans le même range. Je le fais un petit peu baisser parce que c'est plus le All-Star qu'il avait été aux Spurs. Mais j'ai toujours beaucoup d'espoir le concernant. Il a toujours beaucoup de qualité. Et même si cette saison, je peux lui reprocher toujours une espèce de nonchalance qu'il a par moment, qui montrait pas aux Spurs, une espèce de trash talking qui peut peut-être le faire sortir de son match quelquefois, même si d'autres fois ça lui permet d'aller plus haut. Je pense que dans les jambes, il a de quoi viser bien plus haut que cette place 44 dans les saisons à venir. Donc on va lui laisser le temps de s'adapter à sa nouvelle team d'Atlanta avec une saison de plus pour en être sûr et pour voir si on peut le mettre plus haut. Mais en attendant, cette place 44, elle me semble cohérente. Allez, pour Murray, on va faire vite. Globalement, on est sur un accord parce que vous êtes 69% à penser qu'il est bien dans ce range. Maintenant, personne ne le voit top 36 ou plus haut, et je comprends tout à fait, et 31% d'entre vous le voient top 52 ou plus bas. Je suis pas d'accord avec ça, mais je peux le comprendre. Vos arguments, c'est que l'attitude ne vous a pas convenu. Quand il est allé bumper l'arbitre avec les Hawks en playoff, ça lui a commis un match ça lui a provoqué un match de suspension, et c'est vrai qu'on a eu un Dejounte Murray agressif parfois, mais dans le mauvais sens du terme, en mode je veux montrer que je suis le patron, et je vais potentiellement faire déjouer l'équipe avec ça. N'empêche que c'est vrai que même s'il a peut-être trop trash-talké avec ses adversaires, et qu'on avait un Greg Popovich du côté de San Antonio qui arrivait bien à contrôler ça, ce que Nate McMillan n'a pas fait, je me dis que Quinn Snyder peut vraiment contrôler peut-être un petit peu plus ce côté-là, et en parallèle, j'ai trouvé qu'au sein de cette équipe d'Atlanta, il s'est montré un petit peu plus leader que Trae Young, j'ai trouvé plus fédérateur, à arriver à défendre constamment les jeunes, et à essayer de les emmener sous son aile, de les prendre sous son aile, de les emmener dans son sillage plutôt, et pour ça, moi, j'ai pas envie d'être trop sévère sur l'attitude de Murray, même si globalement elle m'a déçu, et que c'est vrai que ce bum face à l'arbitre, même s'il était pas hyper violent, t'as pas le droit de toucher les arbitres, et c'est con quand même de se faire suspendre comme ça en playoff. À lui de mûrir là-dessus, et il doit progresser. C'est pour ça en partie qu'il perd 6 places, mais le faire perdre plus de 10, 12, 14 places, ça me semble un petit peu exagéré en attendant. C'est votre avis, mais et puis de toute façon globalement vous êtes d'accord avec ça, donc on va pas en faire des tonnes.
En place 43, voici la Melo Ball. Tout à l'heure, avec Cade Cunningham, je parlais des joueurs difficiles à classer parce qu'ils avaient manqué une bonne partie de la saison. Et je l'avais remis finalement à la place 60 comme l'année précédente. Et la Melo Ball, il fait partie de cette caste, même si lui, il a joué plus de 12 matchs, 3 fois plus de 12 matchs, mais il en a joué 36. Et clairement, il faut s'en rendre compte, 36 matchs dans une saison de 82, ça casse pas 3 pattes à un canard. Après, quand il a été sur le terrain, la Melo Ball, je l'ai trouvé bon globalement, même s'il lui arrive encore trop souvent d'être en délicatesse avec son adresse, pas forcément à 3 points, mais sur ses flotteurs ou ses mid-range qu'il va pas forcément prendre dans les bons timings ou dans les bonnes dispositions parce que souvent il est trop défendu quand il les prend, ça reste quand même un vrai joueur. Et n'empêche que pour un mec qui faisait douter sur son shoot au moment de sa draft, là il tourne à presque 38% à 3 points en tentant plus de 10 par rencontre, et ça reste quand même assez impressionnant. Maintenant c'est compliqué, parce que même quand il a joué dans cette équipe des Hornets, bien souvent il s'est trouvé complètement esselé en étant à la tête d'une espèce de bateau qui partait complètement à la dérive. Et malgré tout son talent, la Melo Ball, il a jamais réussi à le remettre sur la bonne voie, à le remettre sur la bonne route. Donc j'espère que lui, dans le futur, même s'il devait voir ses stats un petit peu baisser, parce que ses stats elles sont très bonnes, tourner à plus de 23 points et 8 passes par match, c'est assez excellent, surtout quand tu rajoutes 6 rebonds, j'espère que voilà, moi je veux moins de stats, mais j'aimerais qu'il puisse mettre son talent au service d'une équipe compétitive, même si je dois le dire pour le moment, je crois peu aux Hornets. Donc on verra si ça se fait ailleurs ou dans une équipe des Hornets qui arrive à se reconstruire, peut-être avec un Brandon Miller qui est très bon, à voir. Mais je pense que la Melo Ball, c'est que quand il jouera dans une équipe qui peut clairement au moins faire bonne figure en playoff, qu'on pourra vraiment voir de quel bois il est fait. Donc en attendant, je pense qu'il pourra viser bien plus haut, parce que je pense qu'il est capable de prouver qu'il fait partie des grands joueurs, mais pour l'instant, malgré ce potentiel et cette capacité, c'est pas prouvé. Donc en attendant ça, comme Cade Cunningham que j'avais laissé dans le même range, lui je le fais perdre 3 places, donc c'est quasiment rien. Lui aussi est dans le même range, donc il reste toujours très proche de cette place 40, donc 43 exactement, avant de voir si en bonne santé, il arrive l'an prochain, au moins, c'est le minimum que j'attends de sa part, à rendre sa team des Hornets un poil plus ambitieuse qu'une équipe qui joue complètement le tanking. En 42 maintenant, voici Draymond Green qui lui perd 11 places par rapport à l'an passé. Donc ouais, ça peut paraître conséquent, mais en vrai pas tant que ça. Moi je trouve que Draymond Green cette saison, il nous a fait du Draymond Green avec ses qualités et ses défauts. En fait on le connaît. Cette année, comme il le fait depuis plusieurs années, moi je trouve qu'il a fait son taf. Il a pesé dans énormément de secteurs qui sont primordiaux dans ce dispositif des Warriors. Il agit toujours en capitaine de la défense après toutes ces saisons, et dans le playmaking, c'est un maillon essentiel pour cette équipe de Golden State, afin que Stephen Curry puisse trouver ses shoots, même si effectivement en playoff ça s'est un petit peu moins vu, et on a un Curry qui a dû un petit peu plus créer, notamment sur pick and roll, et beaucoup moins jouer off-ball, parce que Draymond Green n'arrivait pas à trouver ce rôle de rame de lancement qu'il avait pu avoir jusque-là. Donc pourquoi lui faire perdre 11 places ? Déjà en partie pour ça, mais aussi parce que tout simplement, il faut se rappeler que quand l'an dernier je l'ai classé, il sortait d'un titre avec Golden State, et malgré ses hauts et ses bas en playoff, même l'année dernière, son rôle il avait été majeur dans la quête du titre. Aujourd'hui, clairement, c'est toujours un maillon primordial, mais son impact sur la win, je trouve quand même un petit peu moins flagrant avec le temps qui passe. La faute peut-être à un esprit qui est trop dispersé, ça fait partie de son identité, de son ADN certes, mais c'est même là-dessus qu'il a fait sa carrière, cet esprit un petit peu fou et imprévisible, mais parfois, je pense que ça a pu apporter une distraction qui était peut-être pas forcément nécessaire à Golden State. Maintenant, Draymond Green, ça reste un spécialiste du travail de l'ombre, et les petites choses qui se voient pas, il les fait à la perfection, et avec ça, pour moi, c'est quand même assez logique de le laisser à la porte du top 44, ce qui, mine de rien, c'est assez incroyable pour un joueur qui marque même pas 10 points par match. Cependant, j'en parlais un petit peu avec Rudy, Green, on le sait, c'est pas un joueur de chiffres, c'est plus un gars qui utilise son expérience et son QI basket pour permettre à son équipe de gagner un maximum de matchs. C'est un joueur de collectif, et donc forcément, quand ta team tourne moins bien, ça me paraît logique de le faire aussi légèrement chuter dans le classement. Ça fait un petit peu partie du jeu. Quand toi tout ce que t'apportes c'est des qualités pour la win, il faut de la win pour que ça marche à fond. Il y a un an les Warriors sont allés au titre, let's go. Là ils ont perdu au deuxième tour, donc c'est quand même un petit peu moins flagrant, et donc ça perd 11 places, sachant que maintenant qu'il a 33 ans, ça me semble de plus en plus difficile de viser le top 30 à terme, et je m'attends à ce que peut-être au fur et à mesure il continue à descendre le Draymond, ou au pire il reste dans ce range. Donc pour finir ce live, à la 41e place, je viens vous parler d'Evan Mobley. Au départ, j'avais un petit peu hésité à inverser sa place avec celle de Draymond Green, c'est-à-dire mettre Evan Mobley en 42 et Draymond Green en 41. Puis je me suis posé et j'ai réfléchi, et je me suis dit oui, Green c'est un joueur plus complet, peut-être plus expérimenté et plus leader. Et quand je dis plus complet, si on parle du côté offensif, ça se discute, mais en tout cas dans sa faculté d'être un playmaker par exemple. Mais dans les faits, aujourd'hui,
Si je devais choisir qui était le meilleur défenseur entre les deux, ben moi j'ai pas peur de dire que c'est Evan Mobley, qui même s'il est moins filou, c'est sûr, moins expérimenté, qu'il a moins de bagages, il possède des atouts qui sont complètement démentiels pour switcher sur tout le monde. Oui, Green en a des atouts comme ça, mais ceux de Mobley sont encore plus importants. Pour moi, Mobley, il s'est affiché comme le maillon essentiel qui a fait de Cleveland l'équipe au meilleur defensive rating en NBA cette saison. Quand je vois l'impact qu'il peut avoir sur les arrières, par exemple, perso, bah je bave. Sa polyvalence défensive, elle est complètement insane. Et à côté de ça, même si, comme je disais, c'est un moins bon playmaker que Green, au scoring, on a un Evan Mobley qui peut largement être plus utilisé que Draymond Green, même s'il a peu de ballons. Bien que parfois, c'est vrai que Evan Mobley, je peux lui reprocher de manquer un petit peu d'agressivité offensive. Même si c'est vrai qu'on peut imaginer que pour lui, ça n'a pas forcément été facile tous les jours de demander la balle dans un effectif qui disposait d'autant de scoreurs comme Darius Garland et Donovan Mitchell. Cependant, moi ce que j'ai pu noter, c'est que même avec ces mecs qui portaient la balle, même si je pense que à terme Mobley pourrait être utilisé en tant que créateur, c'est pas encore le cas, mais peu importe, parce que sur ses cuts et même sur ses drives, sur lesquels il a énormément progressé, je trouve, il devient efficace et il est de plus en plus à l'aise. Moi j'ai même l'impression que musculairement aussi il s'est développé. Et aujourd'hui, il a un bon toucher, il a un bon body control, il a plus aucun mal à résister au contact près du cercle. Et tout ça, ça fait quand même des éléments qui lui ont permis de step up. Et je parle pas du point de vue défensif que je trouve complètement dingue. Donc oui, aujourd'hui, je lui fais faire un très gros bond, un bond de 24 places, le plus gros bond pour un sophomore, Evan Mobley. Et même si c'est vrai qu'en playoff, il s'est pas montré à son avantage et que ça m'a empêché de le mettre beaucoup plus haut que ça, je veux pas non plus trop lui en tenir rigueur parce qu'il s'agissait de sa première post-season en carrière. Il découvrait ce niveau-là de la compétition. Quoi qu'il en soit, moi, sa 41e place, je l'assume totalement. Evan Mobley, je l'ai trouvé excellent cette saison. Si je vais encore plus loin, vous vous rappelez peut-être de mon ancien live sur les Awards, c'était mon favori, c'était mon chouchou pour être le Deepoy. Je savais très bien qu'il allait pas être élu, mais moi, si j'avais dû donner mon vote, je l'aurais donné à Evan Mobley. Et ce qui est sûr, c'est que s'il continue son développement à cette vitesse, il pourrait viser bien plus haut à l'avenir que cette 41e place, je pense. Et bien pour Mobley, on va pas en parler longtemps parce que vous êtes 71% à être d'accord avec ce range. 19% d'entre vous l'auraient mis après la place 49. 10% d'entre vous l'auraient mis à la place 33 ou avant. Pourquoi pas, l'un comme l'autre, j'arrive à le comprendre. Ceux qui le mettent plus tard, vous voulez peut-être qu'il prouve plus encore offensivement, et je peux l'entendre. Ceux qui le voient plus haut, c'est que vous êtes sûrement super fan de sa défense, et même des progrès, parce que offensivement, en fin de saison, je trouve qu'il valait beaucoup mieux que les 16 points par match qu'il mettait. À voir comment il peut continuer à exister dans cette équipe des Cavs, à voir comment il peut continuer aussi à devenir plus agressif, ce sera important, à créer plus pour lui-même, dans cette équipe justement qui dispose de joueurs qui portent beaucoup la balle. Mais en attendant, moi cette place 41, je la trouve très cohérente. Par contre, je suis assez persuadé que s'il a fait un bond de plus 24 places déjà en une saison, il peut encore faire un bond de 10-15 places la saison prochaine pour arriver, pourquoi pas, dans le top 25 ou pas loin. En tout cas, c'est trop tôt à mon avis, mais Evan Mobley en a le potentiel. Voilà pour ce qui est des places 60 à 41 de mon top 100 NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que pour vous il y a de gros écarts, de gros blasphèmes? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre avis, à vous aussi sur YouTube. Et puis histoire de bien finir, vous connaissez, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force, alors évidemment que je vais vous remercier d'avance. À très vite.